Donc, nous allons pouvoir commencer la présentation des études de cas donc, par l'intervention de Emmanuel Noirtin, donc ingénieur agronome chez Violo, qui nous parlera de la fertilisation en lien avec les sous-produits animaux. Donc, bonjour à tous. Donc, comme Orlane vient de le dire, donc, je suis Emmanuel Noirtin, donc agronome chez Violo, donc une entreprise qui fabrique des engrais organiques et organominéraux. Et je vais vous présenter aujourd'hui donc quelques informations sur la fertilisation en lien avec les sous-produits animaux et en particulier les PAT, c'est-à-dire les protéines animales transformées. Tout d'abord, juste pour présenter rapidement Violo. Donc, Violo fait partie du groupe Tessenderlo, c'est un groupe belge depuis 2010. C'est un groupe qui est basé en Belgique, du coup, à Bruxelles, et qui possède également un centre d'innovation à quelques kilomètres de là. Violo, c'est plus de 30 ans d'expertise en fertilisation organique, et en particulier dans des bouchons. Il y a 2 sites de production, donc le site principal qui se trouve dans les Deux-Sèvres, à la Forêt-sur-Sèvre, donc là se situe, et une autre ligne qui a ouvert l'année dernière dans le nord de la France, donc à Vénérol. Donc en tout, c'est une capacité d'environ 60 000 tonnes de production de bouchons. Ce site, ce site, ce site, ce site. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un engrais organique? Juste pour revenir sur les définitions. Donc, les engrais organiques sont des substances naturelles d'origine animale ou végétale. Donc, pour donner quelques exemples d'origine végétale, nous avons les composts, les engrais verts, les mares, les pulpes ou les tourteaux, par exemple. Et d'origine animale, ceux qui sont les plus connus, les fumiers, les boues, les fientes, les digestats aussi d'ailleurs, les guano, lisier, purin et cornes. Ceux qui sont un petit peu moins connus, on va dire, sont les protéines animales transformées, c'est-à-dire tout ce qui est poudre de viande, poudre d'os, sang séché et poudre de plume. Et c'est donc sur ce type de produit-là que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Pour information, les gisements donc des MAFOR, donc des matières fertilisantes d'origine résiduaire, c'est environ 700 millions de tonnes, dont environ 300 millions qui sont épandus sur 6 millions d'hectares. Ce sont les chiffres de 2018, mais c'est pour donner un ordre d'idée. Du coup, les engrais organiques font partie d'une économie circulaire. Donc, si nous partons donc, des élevages et industries agroalimentaires, je ne sais pas si c'est... Je vais prendre celui-là. Nous avons donc les élevages et les industries agroalimentaires qui produisent des effluents et des coproduits qui vont être utilisés comme matière première pour fertilisants. Une partie, cependant, sera directement utilisée et appliquée sur les cultures. Dans les matières premières pour fertilisants, nous allons également retrouver une partie qui va être complétée par des résidus de culture qui eux-mêmes vont pouvoir être appliqués directement sur les cultures. Ces matières premières sont ensuite envoyées en usine pour transformation. Une partie peut être également combinée avec des matières premières minérales pour donner des engrais organominéraux. Ça va donner des engrais qui vont donc ensuite être appliqués sur les cultures qui sont ensuite redistribués ou qui vont permettre de nourrir les élevages et les industries agroalimentaires. Alors, quand on parle d'élevage et de production de viande, on ne réalise pas toujours quelles sont les proportions destinées à l'alimentation et les proportions que nous ne consommons pas et qui vont donc nécessiter un traitement et une valorisation potentielle. Selon le type d'élevage, la proportion consommée de l'animal n'est pas tout à fait la même. Donc, si on prend les bovins, on a environ 9% de l'animal qui est utilisé comme cuir et la consommation humaine est autour de 51%. Mais il reste toujours 40% de l'animal qui n'est pas consommé, qui n'est pas comestible. Pour ce qui est de la volaille, on est autour de 63% de consommation, mais il reste encore 37% de l'animal qui ne va pas être consommé. Et pour les porcs, alors malgré le fait que tout soit bon dans le cochon, il y a quand même 30% qui n'est pas comestible et donc qui va devoir être collecté et traité. Sans oublier les animaux trouvés morts que l'on ne peut pas consommer et qui doivent également être collectés et traités. Donc, les carcasses d'animaux collectés pour le traitement sont classées en 3 catégories sanitaires. Donc,
en fonction, chaque catégorie correspond à un niveau de risque plus ou moins élevé. Donc la catégorie 1, c'est le risque le plus élevé. Donc c'est tous les animaux morts ou contaminés par des maladies transmissibles à l'environnement et aux êtres vivants. Ils doivent être détruits par incinération. Dans cette catégorie, on place également tous les ruminants à cause du risque ESB, donc la vache folle éventuelle. Pour la catégorie 2, donc un risque un peu moins élevé, c'est principalement les cadavres d'animaux morts à la ferme ou de matériaux mis hors service. Donc il y a un risque plus faible pour l'environnement et les êtres vivants. Ils peuvent être utilisés en fertilisation. On y retrouve notamment les monogastriques, porcs et volailles. Depuis le passage également en risque négligeable de la France pour la vache folle en 2022, on peut y retrouver également les jeunes veaux. Et la catégorie 3, donc c'est la catégorie avec le risque le moins élevé, ce sont tous les sous-produits animaux sains, donc en général principalement issus du secteur agroalimentaire destinés à l'alimentation humaine. Donc ce sont les déchets de boucherie, d'abattoirs et d'agro-industrie, mais qui ne sont pas consommés, c'est-à-dire les viscères, les os, les têtes, les pieds, l'huile, sang, etc. Ils sont du coup principalement utilisés pour la nourriture, pour les animaux de compagnie, mais aussi pour la fertilisation. Donc pour toutes ces catégories, on a des lignes de production bien séparées, lignes de production, entrepôts et contenants. Donc normalement, les catégories ne se croisent pas, ne sont pas utilisées sur les mêmes matériels. Chaque matériel est dédié à une catégorie sanitaire donnée. Si par hasard, il y a un mélange de catégories, le résultat final prend automatiquement la catégorie la plus risquée. Donc, un mélange de C2 et de C1 sera automatiquement classé en C1, par exemple. Donc, seules les catégories C2 et C3 peuvent être utilisées dans les engrais après stérilisation. Alors, pour donner juste une petite idée du processus, alors, les sous-produits collectés sont collectés donc soit dans les abattoirs, les ateliers de découpe, les boucheries, les grandes surfaces, grandes et moyennes surfaces, soit les animaux morts aussi dans les élevages. Ils vont être collectés dans différents centres de collecte, puis acheminés dans les usines pour traitement. Il va y avoir une transformation, puis une séparation de deux types de produits, donc les farines animales et les graisses animales. Il va également y avoir traitement de l'air et de l'eau, de l'air notamment pour essayer de diminuer les odeurs à travers des filtres. Donc ces produits vont être valorisés de manière différente selon la catégorie. Donc pour une catégorie 2, on va pouvoir en faire des engrais, comme on l'a mentionné tout à l'heure, mais aussi ça peut partir en énergie. Ça, c'est pour tout ce qui est farine. Pour la catégorie 1, ce sera automatiquement que de l'énergie. Donc ça va permettre de créer du chauffage, de l'électricité, par exemple. Et pour ce qui est des graisses, elles partent pour du biodiesel et de l'énergie. Alors pour la catégorie C3, c'est-à-dire la catégorie qui vient d'animaux sains qui ont été utilisés en boucherie et industrie agroalimentaire notamment, qui proviennent de là-bas, ils vont pouvoir être valorisés en tant qu'engrais, mais aussi comme pet food ou dans l'aquaculture, donc pour l'alimentation des animaux domestiques. Ça, c'est pour les farines. Et pour les graisses, on peut aussi retrouver les pet food, la lipochimie ou l'énergie, par exemple. Donc voilà. Donc une valorisation différente selon la catégorie sanitaire des produits. Alors, les PAT, donc C3 et la farine, donc C2, les catégories 3 et catégorie 2, sont fabriqués via un processus thermique sous pression, garantissant leur innocuité bactériologique et virale. Donc l'objectif, c'est de se débarrasser des pathogènes éventuels qui pourraient être dedans. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre la matière organique animale qui va être chauffée. Donc, l'objectif, là, c'est de se débarrasser de l'humidité pour en faire de la matière sèche. Cette matière sèche est ensuite pressée et va être séparée. Donc, le pressage, après le pressage, donc on va séparer les graisses brutes. Ils vont être filtrées et centrifugées pour donner des graisses purifiées. Et ensuite, des protéines, l'autre côté, donc les protéines transformées, qui vont être broyées et tamisées pour faire de la farine, de la poudre, et qui vont ensuite pouvoir être réutilisées en protéines animales transformées, donc comme on vient de le voir,
en aquaculture pour la C3, en pet food pour la C3 aussi, mais également en fertilisant pour la C2 et la C3. Alors, quelles sont les propriétés agronomiques de ces types de produits? Donc, on a d'abord un apport d'éléments nutritifs, ce qui est un petit peu l'objectif des engrais. Donc, plutôt orienté azote et phosphore. Donc, il peut y avoir soit un apport d'azote solo, soit un apport de phosphore solo, soit un apport des deux, selon le type de produit, de matière première. On a un apport de matière organique aussi, ce qui permet de favoriser la vie microbienne. Et on a une libération progressive de nutriments liée à la minéralisation. Qu'est-ce que la minéralisation? Si on schématise très, très succinctement, la minéralisation, donc vous avez de la matière organique, c'est-à-dire des molécules relativement complexes, pas tout de suite disponibles pour la plante, qui vont être minéralisées. Donc les molécules vont être dégradées en molécules beaucoup plus simples et qui vont ensuite libérer des minéraux qui seront, eux, disponibles pour la plante. Cette minéralisation, elle va être dépendante, elle va être liée à l'activité microbienne. Ce sont les micro-organismes qui vont permettre cette minéralisation grâce à leurs enzymes. Et l'activité des micro-organismes va également être liée aux facteurs abiotiques, c'est-à-dire la température, le pH, l'humidité, etc. Donc voilà, donc minéralisation nécessaire pour tout ce qui est engrais organique pour la libération des éléments minéraux. Alors, juste quelques exemples donc, de matières premières utilisées dans les engrais organiques à base de sous-produits animaux. Donc, on a la poudre de viande. La poudre de viande, donc, sont des molécules relativement complexes. Donc, dans la poudre de viande, on a environ 9,5% d'azote et environ 5% de phosphore. Donc là, on a un apport de phosphore et d'azote. Nous avons la poudre de plume, qui est autour de 13% d'azote, la farine de sang, autour de 14% d'azote, et la poudre d'os, entre 17 et 20%, voire même plus, de phosphore. Chaque matière première va avoir une vitesse de minéralisation différente, donc ça dépend aussi de la complexité des molécules qui la composent. Donc on va avoir le sang qui se dégrade plus vite que la plume, qui se dégrade plus vite que la viande, qui se dégrade plus vite que l'os. Donc en fonction de ces matières premières, on va pouvoir jouer sur les équilibres et sur les vitesses de minéralisation, donc les timings de disponibilité en fait des éléments. Donc selon l'équilibre en NPK souhaité et la vitesse de minéralisation, donc selon la période pour laquelle nous voulons la disponibilité des éléments, les proportions des différentes matières premières peuvent varier. Donc la vitesse de minéralisation dépend de la composition de l'engrais et des proportions des différentes matières premières. Du coup, selon la culture, les besoins et le positionnement visé, le choix de l'engrais va être différent. Alors, pour vous donner juste quelques éléments, nous avons ici des courbes de minéralisation qui représentent différents produits. Donc, nous avons les fientes solo en bas. Donc, ce sont des fientes déshydratées, hein, donc elles sont bouchonnées. Et ensuite, on a différents produits avec différentes matières premières. En rouge, il y a les farines de viande et d'os. Donc, c'est une seule matière première. Et ensuite, on a des compositions de matières premières. Les trois derniers produits, qui sont les trois courbes les plus hautes, sont composés des matières premières identiques, mais à des proportions différentes. Donc, ce test est un test en laboratoire, donc sur 3 mois, sur 91 jours, à 28 degrés et à 80% d'humidité. C'est un test classique, pardon. Et là, on parle de la minéralisation de l'azote. Donc, comme on peut le voir, sur les 3 produits identiques, avec des matières premières, même matières premières, mais proportions différentes, on va avoir une vitesse de minéralisation plus ou moins rapide et avec, avec une vitesse de minéralisation plus ou moins rapide selon la composition de l'engrais lui-même. Du coup, un exemple de positionnement sur céréales, deux exemples, un sur céréales et un sur maïs.
Donc là, sur céréales, on va appliquer en fait l'engrais en sortie d'hiver, notamment parce que l'activité des micro-organismes recommence. C'est-à-dire que en hiver, l'activité bactérienne, à cause des températures basses, va être assez limitée et elle va reprendre au printemps. La minéralisation, en général, est quand même plus importante au printemps et à l'automne, où l'humidité et les températures sont assez élevées. Il peut y avoir un petit ralentissement l'été, notamment en cas de sécheresse. Donc là, on peut positionner un engrais organique de type 10-5-0, c'est-à-dire 10 unités d'azote, 5 de phosphore et 0 de potassium, à environ 500 kg, ce qui va nous donner 50 unités d'azote et 25 unités de phosphore. Du coup, il va y avoir une modulation de ce produit, notamment en fonction des reliquats. C'est bien sûr à moduler en fonction des besoins de la culture et des reliquats du sol. Donc, la quantité d'engrais apportés peut varier également. Et donc, l'engrais organique va avoir, du coup, avec la minéralisation, va pouvoir libérer progressivement les éléments au cours du cycle de la culture. Pour un positionnement sur maïs, par exemple, on peut prendre un engrais organo-minéral pour avoir, sur une culture plus courte, des engrais libérés plus rapidement et plus progressivement, enfin, à la fois rapidement et aussi progressivement. Donc, par exemple, si on met un 8-14 œufs à 500 kg, il va y avoir une partie minérale qui va donc être disponible tout de suite pour la plante et la partie organique qui va se libérer progressivement tout au long du cycle, qui va permettre d'avoir des éléments minéraux disponibles pour la plante à ce moment-là. Donc, un 8-14 œufs à 500 kg, par exemple, il va y avoir 40 unités d'azote, 70 de phosphore et 10 unités de potassium, donc disponibles pour la plante, à moduler aussi, pareil, en fonction des reliquats du sol, dans le sol. Mais tout ça pour montrer la combinaison de possibilités selon ce que l'on souhaite. Donc, soit une libération progressive, plus ou moins rapide des éléments pour la plante, pour avoir une disponibilité des éléments tout au long du cycle. On va moduler les ingrédients des engrais en fonction du besoin de la culture. Alors, juste pour résumer, les engrais, du coup, à base de protéines animales transformées font partie des possibilités alternatives pour les engrais organiques. Très souvent, on pense au fumier, au compost, au lisier et un petit peu moins aux protéines animales transformées. Ils font partie d'une économie circulaire et de l'économie de l'élevage, puisqu'il y a tout ce qui est le traitement des animaux trouvés morts et la valorisation des graisses. Ça permet de réduire le coût de la collecte des animaux morts et des coproduits dans les abattoirs notamment ou les grandes surfaces. Ça fait entièrement partie de l'économie de l'élevage. Les engrais organiques à base de PAT permettent également un apport de nutriments rapide ou progressif selon les matières premières utilisées et leurs proportions. Et les engrais organiques à base de PAT permettent également un apport de matière organique, ce qui va favoriser la vie microbienne du sol et donc la minéralisation également de ces engrais.